Bonus. Trax. Bienvenue à tous dans ce numéro un petit peu spécial du Cadran Pop. Un peu spécial parce que pour une fois je suis tout seul avec Cyril Michael et on va parler d'un sujet qu'on aborde peu dans le podcast, c'est les jeux vidéo. Et pourtant Star Trek a en son sein une galaxie de jeux vidéo vraiment très importante. Alors il y a de tous les types, il y a des jeux de stratégie, des jeux de combat spatial, des jeux d'aventure. Bon, il manque juste les jeux de baston, mais il y a vraiment un peu de tout sur toutes les consoles depuis toujours. Mais ce soir on va s'intéresser vraiment à un jeu bien particulier, c'est un MMORPG. Et comme moi je n'ai jamais eu le temps d'y jouer, de m'y lancer et que j'ai plein de questions, j'ai demandé donc à Cyril Michael de me rejoindre parce que j'ai plein de choses à lui demander. Salut Cyril Michael, comment ça va ? Très bien, j'espère que tout le monde va bien et je suis ready pour vous expliquer Star Trek Online. Ouais, alors je vais faire un petit topo vite fait. Star Trek Online, c'est donc un jeu de rôle en ligne, massivement multijoueur, qui a été développé par Cryptic Studio, si je me trompe pas. Tout à fait. Donc c'est un jeu qui se situe bien sûr dans l'univers Star Trek, qui est sorti maintenant il y a 11 ans, à la base sur ordinateur, sur PC et Mac peut-être, non ? Oui. Ouais, donc ça se passe à peu près 20 ou 30 ans après les événements de Star Trek Nemesis, donc c'est-à-dire que ça se passe par rapport à Picard, 10 ans après Picard, si je me trompe pas non plus. Exactement. Et donc du coup, ça pose plein de questions. Alors déjà, ma première question, avant de parler du jeu en lui-même et comment on fait pour y jouer, moi j'ai une question très simple, c'est est-ce que ce qui est raconté dans l'univers de ce jeu, qui a maintenant 11 saisons, on va dire, est-ce que au niveau du canon, ça peut se raccorder ou c'est complètement autre chose ? En fait, on est totalement dedans. Alors, malheureusement, je sais pas comment ils vont faire. Enfin, si, ils ont fait déjà la jonction avec Picard, mais on est totalement dedans parce que du coup, à chaque fois qu'il y a une nouvelle série qui sort ou un nouveau film, ils essayent d'être raccords en incorporant des nouvelles saisons et des nouveaux trucs. Et du coup, au niveau de l'histoire aussi, on va retrouver pas mal de gens qui ont vieilli. La première saison notamment, vous avez la fille de B'Elanna Torres et de Tom Paris qui vous guide, fille qu'on avait vue dans le dernier épisode de Voyager, qui vous guide en tant qu'ambassadeur chez les Klingons, quoi. Parce que là, si on resitue, quand le jeu est sorti, la dernière chose qui était sortie par rapport à Star Trek, c'est le film de J.J. Abrams de 2009. Exactement, et là aussi c'est canon, c'est raccord, parce que, oui, on a ce problème de la matière noire, et il y a deux factions qui sont jouables chez les Romuliens, à savoir les Romuliens qui veulent rebâtir l'Empire, et les Romuliens qui veulent créer un nouveau monde après que leur monde a été détruit sur des bases plus saines, quoi. D'accord. Et alors du coup, par rapport à Discovery, à la rigueur, c'est vrai qu'on pourrait dire de toute façon, Discovery retconne pas mal de choses elle-même, et n'est elle-même pas toujours très raccord avec le canon en règle générale, mais comme ça se passe à l'époque avant Kirk, on peut se dire que c'est moins compliqué. Mais par rapport à Picard, justement, les évolutions qui ont été faites par rapport aux Romuliens, et puis les événements qu'on découvre, en fait, est-ce qu'il y a pas de contradiction ? Des contradictions, il n'y en a pas, parce que du coup, ils ont gardé juste la bataille de Mars dans Picard, c'est-à-dire la révolte des machines, là, qui était une mission à faire tous les jours pour gagner des points. Ils ont fait ça récemment ? Quand c'est sorti, Picard, ils sont assez en... Et d'ailleurs, on peut avoir aussi le vaisseau qu'il y a dans Picard, là. La Sirena ? Voilà, la Sirena, on peut la voir. Dès qu'il y a un truc qui sort, ils sont assez raccords et... D'accord. Et là, il y a déjà, par exemple, les personnages de Lower Decks, quoi. Et il y aura bientôt le vaisseau, le Cerritos. Ah, ça c'est cool. Mais par contre, ouais, parce que, j'empiète un peu, j'imagine, sur ce que tu avais prévu de dire, mais moi j'avais entendu dire, ou c'est des vagues souvenirs, que par exemple ils avaient avancé, donc ils avaient posé vraiment, ils avaient fait avancer le canon, quoi, l'univers, en disant que par exemple la Fédération était à nouveau en guerre avec les Klingons, ce qui forcément est pratique au niveau d'un jeu multijoueur à la World of Warcraft, parce qu'il faut choisir des sections, des factions, Starfleet, les Klingons ou les Romuliens. Donc du coup forcément si tu les mets en guerre les uns contre les autres, c'est quand même plus cool. Et du coup forcément c'est un peu en contradiction avec ce qu'on connaissait de la fin de Deep Space Nine et puis de ce qu'on peut imaginer. Imagine que dans la saison 3 de Picard, on dise tout le contraire, que finalement les événements qui sont dans le jeu vidéo ne sont jamais arrivés finalement. Est-ce que ce genre de truc là ça peut arriver ? Oui et non, parce qu'en fait c'est pas si clivant. Toute l'astuce des scénaristes de Star Trek Online, c'est de rester quand même... J'ai l'impression qu'ils ont accès en fait à tout ce qui se passe autour de l'univers Star Trek. Donc effectivement au début quand ils ont sorti le jeu, comme tu dis, ils ont été assez loin dans leur univers, et même ça leur a posé problème quand le film de J.J. Abrams est sorti, parce que dans leur univers par exemple... il n'y avait pas encore les Romuliens. Romulus, c'était Romulus, quoi, tu vois, elle n'avait pas été détruite. Et ils ont dû faire un petit arc
pour expliquer ce qui se passait, quoi. Comment ils ont fait du coup hein? Et pareil, tu peux jouer la Kelvin Timeline aussi. Elle est incorporée dans un arc qui s'appelle Agent of Yesterday. Et tu peux avoir des vaisseaux de la Kelvin Timeline, quoi. D'ailleurs, l'USS Vengeance, c'est un vaisseau cheaté, quoi. Alors du coup, je comprends pas trop. C'est-à-dire que les événements, la planète Romulus est présente dans le jeu, mais pourtant, par rapport à l'histoire... Au début, quand c'est sorti pour les 4 premières années, elle était présente. Et comment ils ont fait pour la virer, alors? Comment ils ont fait pour la virer, du coup? Pour justifier... Ils ont repris l'arc scénaristique du film de J.J. Abrams en expliquant qu'elle était détruite et que justement Spock était revenu. Parce que dans les films de J.J. Abrams, on a l'impression que Spock reste dans le passé. Oui. Et en fait, dans le jeu, on nous explique qu'il est revenu, lui, refaire la ligne temporelle telle qu'on l'a connue, quoi. D'accord, donc ouais, ils jouent vraiment avec cette idée de ligne temporelle, ce qui fait que, quelque part, ils peuvent tout se permettre, quoi. Ils peuvent tout se permettre, mais ça reste cohérent. Tu disais, pourquoi est-ce qu'on est en guerre avec les Klingons? On est en guerre parce que... ce qui est jamais dit dans Picard, d'ailleurs, hein. On est en guerre parce que, à la fin de DS9, j'ai oublié le nom du chancelier. Goron est tué, et donc c'est Martok. Martok, ouais, qui le remplace, ouais, voilà. Tout à fait. On nous explique qu'en fait, il a été destitué Martok, et qu'il y en a un autre qui s'appelle Jim Pock, qui a pris le pouvoir et qui a relancé un peu le nationalisme Klingon et l'expansionnisme Klingon. Et notamment avec la saison qui s'appelle Guerre civile, on nous apprend que tous les Klingons ne sont pas super chauds pour ça, quoi. Et que notamment, il y a et un peu plus tard dans une autre saison, on en parlera tout à l'heure, on nous apprend qu'il y a des Klingons de l'ère de Discovery qui ont été, à cause d'une expérience sur le réseau mycélien, propulsés à l'époque de Star Trek Online et qui essayent aussi de reprendre le pouvoir parce qu'ils trouvent que les Klingons de 2409 se sont vachement laissés aller, quoi. Oui, parce que moi, c'est ce que j'imagine un peu, c'est que, tu vois... Comme dans la saison 2 de Picard, il y aura des voyages dans le temps et qui vont notamment revenir au 21e siècle, comme on le voit dans la bande-annonce. Je me dis que voilà, ce voyage dans le temps de Picard dans cette saison 2 va pouvoir retconner plein de trucs, plein d'incohérences par rapport à Discovery, et que du coup, hop, ça remettra tout à plat et on dira bon, maintenant c'est bon, les gars. After I left Starfleet, I made it my life's work to reunite the Romulans with their Vulcan brothers. For many years, I lived among them and waged a campaign of peace. Live long. And 21 years ago, the star of the Hobus system went supernova and sent a wave of devastation across the quadrant. I promised to save the Romulan homeworld. I failed. The planets Romulus and Remus were destroyed. Countless billions were killed. My home, my friends, my life, all are memories. Time does not stop for one man, and neither does history. Working. Avant de rentrer, parce que moi ce qui m'intéresse en fait c'est vraiment c'est les histoires qui ont été inventées de saison en saison par les scénaristes du jeu, parce que je trouve ça fascinant tout le lore qui a été développé à côté de la série télévisée, donc là maintenant dans une série vidéoludique, et je trouve ça vraiment fascinant parce que effectivement toi par exemple dans tes vidéos souvent tu y fais référence et ça me donne toujours envie d'en savoir plus. Malgré tout j'ai pas le temps d'y jouer donc je peux pas en savoir plus, c'est pour ça que je préfère te demander. Donc du coup, là, avant qu'on avance vraiment là-dessus sur qu'est-ce que raconte au niveau des histoires le jeu Star Trek Online, du coup, ça serait pas mal, je pense, pour ceux qui connaissent pas du tout, comme moi et beaucoup d'autres, j'imagine, d'expliquer le système de jeu. Le système de jeu, il ressemble beaucoup à World of Warcraft ou à tout MMORPG, à la différence que vous avez deux interfaces. Vous avez l'interface en tant qu'humain. Vous avez des missions en tant qu'humain avec des phases de tir et des phases de recherche, d'exploration comme un Genshin ou un World of Warcraft. Donc là-dessus, il y a un nouveau. Et puis là, ce qui est innovant, c'est la phase avec les vaisseaux spatiaux. Où vous avez des batailles spatiales avec vos vaisseaux spatiaux que vous pilotez comme si c'était un personnage. Mais avec, vous tirez, vous l'améliorez comme vos personnages. Votre équipage aussi. Plus vous avez des équipages compétents, plus votre vaisseau réagit vite. Et pareil, sur les phases où vous êtes en exploration terrestre, vous pouvez faire évoluer vos membres d'équipage qui peuvent venir vous aider. C'est-à-dire que tu joues Tu joues un capitaine. Tu joues un capitaine. Ah, tu joues un capitaine ? Ouais, tu joues un capitaine. Quoi qu'il arrive, même si au début tu commences enseigne, on te donne tout de suite un petit vaisseau. Au fur et à mesure que Moi je suis amiral niveau 65 maximum, quoi.
Et moi, je suis plutôt dans la phase ingénierie. Tu peux choisir après tactique ou commandement. C'est un peu comme tout MMORPG. La seule différence, c'est que bah, t'as un vaisseau, quoi. D'accord, que tu joues comme un personnage. En fait, tu incarnes le vaisseau et donc tout l'équipage qui le compose dans ces séquences-là, quoi. Voilà, et en fait, le vaisseau te sert soit à des batailles spatiales, soit à parcourir l'entière galaxie, les quatre quadrants, pour aller d'un point à l'autre, sachant que tu peux mettre 20 ou 25 minutes quand t'as pas stuffé, par exemple, la transdistorsion. Mais par contre, du coup, ça veut dire que t'as pas des histoires de « Oh là là, il y a une bobine de distorsion qui merde, pourquoi ?» Et puis hop, du coup, t'as un mystère à résoudre en tant qu'ingénieur, quoi, au sein, à l'intérieur du vaisseau. Dans les missions, si par exemple, je crois qu'il y a une mission comme ça où ton vaisseau il est envahi, et tu dois... il y a plein de phases comme ça. Alors c'est très chiant, moi je trouve que c'est très répétitif. Là par exemple, il y a une nouvelle saison qui est sortie hier. T'as toute une phase où tu dois construire je crois que c'est une bobine, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, j'ai pas compris ce qu'on construisait, dans un laboratoire pendant que t'as des vagues d'ennemis qui arrivent. Et tu dois en même temps résoudre des énigmes avec des QTE pour faire avancer le truc, quoi. Ah, je trouve ça intéressant, mais surtout que bah, du coup, forcément, même si c'est répétitif, bah, c'est le quotidien des officiers de Starfleet, donc moi ça me semble... Après, ils ont essayé des choses, je me rappelle qu'ils ont essayé pendant un temps, avant qu'on ait l'ouverture du quadrant Delta, d'avoir des missions diplomatiques, un petit peu à choix multiples, quand tu devais parler avec les diplomates, et t'avais jamais... Mais en fait, ils ont très vite arrêté, depuis le portage sur Xbox et PS4, le jeu est devenu très casual, quoi. C'est-à-dire qu'il est devenu pas compliqué du tout. Moi je me rappelle la première fois que j'y jouais, on avait même les collisions avec les planètes. Ah ouais, quand même. Et là, ça a disparu depuis déjà 8 ans. C'est-à-dire qu'il fallait que tu calcules dans la planète, ça fait rien. C'est que tu calcules ton itinéraire de vol, quoi. Ouais, tu peux foncer sur les autres vaisseaux, ça fait rien. Pendant un temps, ils ont même pensé à arrêter de faire détruire les vaisseaux ennemis parce que ça faisait pas trop Starfleet. Et ils avaient raison. Mais du coup, depuis qu'il y a eu le portage sur Xbox et PS4, c'est surtout le côté vaisseau spatial qui a été privilégié. Et je te promets, moi c'est un des seuls défauts que j'ai sur le jeu, hormis le scénario qui est super intéressant, on va en parler. Il est très répétitif. Mais en même temps, est-ce que c'est pas tous les MMORPG n'ont pas cette tare-là quelque part? Franchement, je me suis dit quand No Man's Sky est sorti, s'ils ajoutaient un peu ce... Tu vois, il y a un truc très con dans Star Trek Online, c'est que tu peux pas explorer toutes les planètes. Ah bon? Et ouais, tu ne peux aller que dans les planètes où il y a une mission à faire. Ah ça c'est con, du et coup, par exemple, les quand t'es de la Fédération, rien. tu peux pas aller sur Konos. Ah ouais. Tu fasses une campagne avec un Klingon, quoi. Tu peux pas aller sur Cardassia comme tu veux. Tu peux aller sur Bajor, tu peux aller sur DS9, tu peux aller sur pas mal de trucs, quoi. Mais en fait, c'est pas un monde ouvert comme on pourrait s'y attendre, quoi. On imagine que ça serait quand même très compliqué quand même de générer autant de données comme ça pour que tout le monde puisse y jouer. Mais alors du coup, c'est-à-dire que quand tu choisis ton capitaine, tu peux le customiser, tu peux choisir l'espèce, j'imagine. Ouais, mon capitaine, il est bétazoïde et il avait, alors maintenant j'ai plus le bidon, mais il avait mon petit bidon de l'époque. Il se balade avec son petit bidon, c'est rigolo. Donc tu peux choisir toutes les espèces que tu veux quand t'es de la Fédération, t'as presque aucune limite. Tu peux jouer donc dans les campagnes, tu peux être soit un gars de la Fédération, soit un Romulien. Et quand tu choisis le Romulien, arrive un moment, on te demande de choisir entre la Fédération et l'Empire Klingon. Tu peux être un Irogène depuis non pas un Irogène, un Gemadar depuis quelques temps. Ok, du Dominion, quoi. Voilà, tu peux être le Dominion et tu peux être aussi un gars de TOS depuis quelques temps. Tu as des missions parce qu'il y a eu ce truc là de Agent of Yesterday. Et je crois que c'est à peu près tout, Dominion, Klingon, Romulien. C'est déjà pas mal, ouais, mais alors du coup, et chacun, quand tu choisis une faction, chacun a ses propres missions, ses propres aventures, quoi, j'imagine. Au début, ouais, sur les premières missions, ouais, c'est ses propres aventures, et après tu rentres dans le canon général, quoi, parce que le jeu, on va en parler si tu veux, le jeu pose une situation géopolitique qui est la même pour tout le monde, en fait. D'accord, oui, c'est normal. Mais du coup, quand t'as, on va dire, une quête, une mission à remplir, on imagine que tout le monde... Parce que moi, je vais te dire la vérité, je n'ai jamais joué à un MMORPG, donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je vois vaguement l'idée. J'ai vu South Park qui fait un épisode sur le sujet, mais c'est à peu près tout, tu vois. Donc j'imagine que quand tu as une mission à remplir, tu peux être 50 à remplir la même, quoi. Vu que c'est un free-to-play, les phases où tu es à plusieurs, même si tu payes ou que tu payes pas... Free-to-play, ça veut dire que je te coupe, free-to-play, ça veut dire que c'est gratuit. C'est gratuit, voilà, et qu'en fait, si tu veux avancer plus vite, tu payes, quoi. Vu que c'est un free-to-play, il y a en fait des missions quotidiennes à faire. Et par exemple, pendant 15 jours, si tu as fait la même mission pendant 15 jours, tu gagnes une récompense premium, quoi. Et c'est là, dans ces phases de combat collectif, que tu peux jouer avec plein d'autres joueurs. Et là encore, je trouve que c'est un des vrais problèmes
Star Trek Online, c'est que le côté MMO en fait est vachement dispensable, quoi. Ouais, finalement, c'est comme si tu étais tout seul, Et il y a même j'ai toujours pas compris, par exemple, le système de guilde. On a une guilde, hein, Star Trek French Club a une guilde. On optimise notre base. Plusieurs joueurs qui se mettent ensemble, quoi, qui s'organisent. Voilà. Je vois pas l'intérêt. Je le fais parce que je le fais, quoi, mais ça apporte pas comme dans World of Warcraft. Vous pouvez pas discuter ensemble, faire des trucs et vous aider les uns les autres, quoi. Pas plus que ça, en fait. Alors, c'est intéressant quand t'es pas comme moi un gros joueur de MMORPG, quoi. Moi, je fais du coup, oui. Pour l'histoire, surtout. Du coup, de ce que tu me dis, je me dis, finalement, peut-être que moi, qui n'ai pas le temps d'y consacrer beaucoup de temps, justement, ça pourrait effectivement m'intéresser plus. Parce que moi, je me disais, oui, si c'est un MMORPG, ça veut dire qu'il faut être là régulièrement, se faire un groupe de personnes, enfin, de tout ce que j'entends sur ce type de jeu, quoi. Mais là, non, en fait, hein, tu peux jouer vraiment tout le jeu tout seul, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est un peu dommage quelque part parce que moi j'imaginais que si t'étais une guilde, en gros c'est que t'es un équipage dans un vaisseau. Mais comme tu me le dis, c'est pas exactement conçu comme ça, mais peut-être que plus tard dans les évolutions, un jour ça sera peut-être le cas. Et du coup justement ça m'amène à une question. Est-ce que en termes d'évolution, parce que là du coup on a plus d'une décennie, est-ce que graphiquement ça tient le choc par rapport à ses concurrents par exemple de 2021? Oui, c'est beau. Le jeu reste assez beau. Après c'est un jeu très répétitif, quoi. Donc c'est pas très compliqué d'être beau, mais il peut être très beau quand t'as un pur PC. Il tourne là sur la dernière Xbox, il tourne sur la dernière PlayStation. Les phases de bataille sont agréables. Effectivement, les cinématiques sont pas jolies, sont assez rigolos. C'est ça que je vois dans les bandes annonces. Je me dis, voilà, j'ai l'impression qu'ils sont pas bougés depuis 10 ans en fait. En fait, ils ont un moteur. Alors ça aussi, tu vois, c'était une force au début et du coup, ils ont pas su l'entretenir. Ils avaient un moteur qui permettait notamment avec ce qu'on appelle la Foundry. Ils avaient un système qui s'appelait la Forge où tu pouvais créer tes propres scénarios, que ce soit spatiaux ou terrestres. Et il y a des mecs qui avaient fait des trucs de fou, quoi, qui avaient repris des épisodes, des livres et tout. C'était super intéressant. Et ils ont fermé avec le portage PlayStation et Xbox, ils ont fermé la Forge. Et du coup, on s'était dit, bon, ils vont fermer la Forge pour améliorer les graphismes, et c'était pas le cas. Là, effectivement, il y a une mise à jour qui va arriver dans peu de temps où effectivement, ils vont améliorer un peu les graphismes. Mais d'un autre côté, des fois, quand tu as des vagues de vaisseaux, tu te retrouves avec 50 vaisseaux en face de toi. Toi, tu as 50 vaisseaux aussi de ton côté, plus toi. C'est un peu dur à faire tourner, quoi. Et du coup, une autre question. Quand, par exemple, dans une phase de jeu, j'imagine qu'il y a une bataille spatiale et que du coup, ça fasse évoluer la géopolitique dans le scénario d'un côté ou de l'autre, j'imagine, non? En fait, il y a une histoire. Il y a une trame principale de l'histoire. Donc, effectivement, quand tu arrives à la fin de la saison, là, sur la dernière guerre civile Klingon, là, l'avant-dernière saison, effectivement, à la fin de l'avant-dernière, il y a plutôt une paix qui se prolonge entre les Klingons et la Fédération. Sachant qu'en plus, tu vois, je te disais, c'est pas clivant parce qu'on a une force de coopération avec les Klingons pour les invasions Borg. On a la force Oméga, quoi. J'allais dire, c'est vrai que ça doit être pratique, ça. T'es un scénariste, tu dis, bon, là maintenant, hop, on fait une petite campagne avec une attaque de Borg, et là, tout le monde se met contre, quoi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que sur les attaques de Borg, c'est souvent des attaques, tu sais, quotidiennes, où il faut répondre pour gagner des points en plus. C'est souvent un vaisseau qui ressemble beaucoup à Vidger qui nous attaque. Ah bon. Ah, c'est marrant ça. Et du coup, une autre question, est-ce que le jeu a rencontré du succès? J'imagine que oui, sinon il serait plus là. Il est primé plusieurs fois. Alors tu vois, je le dénigre beaucoup, mais parce que je suis un vrai fan et que j'y passe beaucoup de temps, quoi. Tu vois, je pourrais ne pas y passer autant de temps, hein, c'est qu'il est bien. Oui, il y a vraiment un engouement, même pour les non-fans de Star Trek. Parce que tu peux passer des heures par exemple à upgrader ton vaisseau, quoi. Et tu peux ne pas avoir vraiment le même vaisseau que tout le monde. Alors il n'y a pas non plus 1 million de combinaisons, mais tu peux te différencier vachement. Il te propose beaucoup de designs de vaisseaux différents en fonction de ce qui sort. Donc tu peux te retrouver avec un classe Constitution mais totalement refit à la sauce Star Trek Online, comme un truc totalement old school. Et pareil au niveau des armes et des arborescences, t'as jamais fait le tour, quoi. Et en plus, j'ai vu quand même un truc qui est cool, c'est que souvent des acteurs de la série viennent doubler leur personnage, leur avatar dans le jeu. Exactement, on a pu retrouver Odo, on a pu retrouver Kira, on a pu retrouver, là hier, il y a 2 jours, il y a 2 nouveaux épisodes qui sont sortis, donc on a pi retrouver Lita, qu'on retrouve souvent, alors sans spoiler, c'est un personnage assez récurrent de Star Trek Online. On Worf, Tuvok, Harry Kim. Ouais, est-ce que Harry Kim a réussi à avoir une promotion? Ouais, il est capitaine. Ah, quand même. Ah, enfin.
En fait, moi, ce que je cherchais, tu sais, comme je disais, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'histoire qui est développée, parce que effectivement, quand je voyais les bandes annonces passer, je me dis, waouh, ça a l'air vraiment pas mal. Et je cherchais souvent, comme ça, il y en a des fois des joueurs qui font ça, tu sais, ils enregistrent un peu leur partie, et puis après, ils font des petits montages, des petits résumés, et ça fait presque une petite série. Ben, j'en ai cherché sur Star Trek Online, et je n'ai pas vraiment beaucoup trouvé. Du coup, ça m'a. J'y travaille, vous en aurez bientôt. C'est vrai, tu travailles dessus? Ah, génial. Alors, le seul problème aussi, c'est un truc. Au début, Star Trek Online était traduit en français. Oui. Notamment au niveau des écrits. Et l'année dernière, ils ont décidé qu'ils arrêtaient. Alors, c'est un moment qu'on avait vu qu'ils avaient arrêté. Parce qu'en fait, d'un coup, tu avais une phrase en français et dans le même texte, après, tu avais 3 phrases en anglais. Donc, ça fait un moment qu'ils avaient arrêté et ils traduisent plus le jeu du tout. Ce qui fait que des fois, c'est un peu dur à comprendre quand même. Ok, bah voilà, du coup, ouais, t'as scellé totalement mon envie d'y jouer. Maintenant, c'est mort. Bah en fait, le vrai problème, c'est que des fois, il y a vraiment trop de parlotte. En fait, le jeu est cool, encore une fois, mais il est mal dosé. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont joué à Zelda Breath of the Wild, c'est le même truc. C'est-à-dire que pendant des heures, t'es tranquille, t'es le roi de la pampa, et d'un coup, t'as un truc qui te tombe dessus, tu comprends rien, t'as 10 minutes de parlotte et tu te fais débouler, quoi. Et tu comprends pas alors que tu croyais que t'étais super fort, quoi. Donc, il y a très peu de temps que j'ai compris comment on pouvait détruire les Dooms Machines, là. Tu sais, les Doomsday Machines. Ah, il y a ça aussi dedans. Il y a tout. C'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur le lore de Star Trek. Et il y a la force, et c'est pour ça qu'il est génial, Star Trek Online. Ils arrivent à clôturer des intrigues qui n'avaient jamais été clôturées dans les autres séries. Ah, ça c'est bien, ouais. Voilà, je vais juste vous donner un exemple. C'est pour ça que ça m'intéresse. Ouais, vas-y. DS9, arrivé à un moment, t'as Cisco qui demande aux gens qui habitent dans le Vortex d'empêcher une invasion du Dominion, donc de bloquer les vaisseaux. Moi, je me souviens, ouais. Et ces vaisseaux sont jamais ressortis. Et ben dans Star Trek Online, ils ressortent. Ah, excellent. Du coup, tu te retrouves avec une invasion de gens que t'avais complètement oubliés à devoir gérer, quoi. Voilà, plusieurs fois, t'as des trucs comme ça. Ah bah c'est cool. Bah en tout cas, ouais, bah, dès que t'as lancé ta série de vidéos, tu m'avertis parce que moi, je vais la regarder. Je vais regarder ça avec plaisir. Bah, du coup, bah raconte-nous l'histoire. On t'écoute. Alors bien sûr, à partir de maintenant, dites-vous bien, si vous n'avez jamais vu la fin des séries Deep Space Nine et Voyager et même la nouvelle génération, arrêtez-vous parce que forcément, il y aura du spoiler. Red alert! Another seeker of truth arrives. You desire guidance, a path forward. Are you strong enough to face the answers you seek? Is your conviction absolute? Alors, déjà, on a un contexte géopolitique assez dense, on est en 2409, et du coup, donc, comme je l'ai dit, on est en guerre avec l'Empire Klingon. Donc 2409, c'est donc 10 ans après la saison 1 de Picard. Exactement. Et 30 ans après Nemesis. Exactement, et 30 ans aussi après Voyager. On est en guerre avec l'Empire Klingon qui a repoussé toutes ses frontières et qui s'est réarmé militairement de façon assez conséquente. On est aussi embêté par une faction terroriste maquisarde cardassienne qui se fait appeler la Vraie Voix, qui vit très mal en fait le fait que la Fédération aide la reconstruction de Cardassia et qui refuse en fait le traité de paix qui a été signé avec le Dominion. Ensuite, on a une rébellion Rayman. Les Raymanais veulent s'émanciper des Romuliens qui ont subi la destruction de leur planète et aussi, qui sont divisés en 2 factions, à savoir une faction de la République de Romulus qui veut recréer une république sans secret, sans Tal Shiar, et puis une faction qui veut rester conservatrice comme avant. Une faction qui est gérée en main de arrière-main par une certaine Sela, qui revient. Forcément. La fille de Tashayar, mi-romulienne, mi-humaine. Oui, c'est ça, c'est mi-romulienne, mi-terrienne. Et d'ailleurs, on a 2 épisodes qui nous expliquent ce qui s'est passé avec l'Enterprise C quand il est revenu dans sa ligne temporelle. Ah, c'est montré ça, carrément. Ouais, c'est montré, et tu les aides, bref, tu
Donc un morceau d'histoire là-dessus. Ensuite, on a l'univers miroir aussi qui est un ennemi régulier avec l'Empire Terran qui s'est reconstruit grâce à l'impulsion d'une certaine Amiral Letta. Voilà, c'est pour ça qu'elle revient souvent. On a aussi des incursions temporelles d'Ividiens. Alors les Dividiens, ça vous parle pas. Si je vous parle d'un épisode de TNG où ils rencontrent Guinan, fin du 19e siècle, début du 20e, sur Terre, avec un Data qui est resté coincé aussi dans le passé. Et vous aviez des mecs qui avaient une sorte de serpent qui aspirait les gens. Ce sont les Dividiens. On a aussi, la menace Borg qui s'amplifie, qui se sont reconstruits après les dégâts infligés par Janeway, et des infiltrations des Ondines. Alors tu vas me dire, mais qui sont ces Ondines ? Eh ben les Ondines, c'est l'espèce 7482. Ah ouais, c'est comme ça qu'ils s'appellent en fait. C'est comme ça qu'ils s'appellent en fait. Les Tholiens profitent toujours de la pagaille pour tirer leur marron du feu, ainsi que les Brines. Dans les espèces qui sont pas natives du quadrant alpha et bêta, on a les Irogènes qui ont obtenu l'autorisation via Cella de chasser dans le territoire romulien. Attends, les aérogènes ? Les Irogènes, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Ils sont dans le coin, ils se baladent. C'était des nomades, hein. À la fin de Voyager, on nous faisait comprendre qu'il y en avait partout, quoi. Ouais, c'est vrai, mais quand même, ils sont quand même dans le quadrant delta, donc c'est quand même, malgré tout, même s'ils sont éparpillés dedans ce quadrant-là, ça reste vachement éloigné du gamma et du delta et du bêta. Et bien tu vas voir que les frontières ont été relativement changées. Alors, quand je vous disais que les Klingons avaient repris du poil de la bête, les Klingons ont signé avec le syndicat d'Orion, donc des pirates, un traité de non-agression et de défense mutuelle. L'hégémonie Gorn a été annexée. Les Nausicans ont aussi signé un pacte de non-agression. Tous les moches ensemble en fait. Exactement, les Létéans et les Xintis. Les Xintis, c'est le peuple un peu de chats là, qui se tiennent dépressifs. Là, voilà. Tous ces gens-là, effectivement, les pas beaux, se sont alliés avec les Klingons. Mais les Klingons ont leurs problèmes, à savoir les Borg, l'espèce 8472 aussi, qui a bien envie de croquer un morceau de l'Empire, et surtout l'invasion des Fekirs. C'est-à-dire que le Gretor, qu'on pensait être une œuvre fictionnelle... La créature dont tu parles dans ta dernière vidéo sur les Klingons. En fait, les Fekirs, c'est un vrai peuple de l'espace qui ressemble aux Klingons, et qui ont décidé de revenir sur Konos. Mais qui bavent. Et qui bavent, et qui sont pas beaux, et qui sont super balèzes. Dans l'autre faction, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait les Romuliens et les Raymans. Alors, vous avez la République romulienne qui incorpore les Raymans, et vous avez donc l'ancien empire romulien qui, lui, esclavagise toujours les Raymans. Donc, rien de nouveau par rapport à ce que je vous ai dit. Et pareil, de l'autre côté, on a, je vous ai dit tout à l'heure, le Dominion qui a subi de grosses défaites et qui a été obligé de se replier vers le trou de verre Bajoran à cause d'une invasion Urk. Et donc là, vous jouez un Jem'Hadar qui doit repousser l'invasion Urk. Ok, mais là, c'est vraiment les grandes invasions dans tous les coins, là. Ah, mais il y a eu un chamboule-tout énorme. Qui vient d'un seul événement ou c'est comme ça, c'est le destin, quoi? Je vous ai donné les bases, mais tout ça, ça se passe sur 6-7 saisons, quoi. Ah, d'accord, ok. Ouais, sur plusieurs années, ok. Voilà, sachant que la première saison, c'est un tutoriel où t'es sorti de l'académie, on te confie ton premier vaisseau. Donc t'apprends les bases, t'apprends tout ce qu'il y a à faire. Après la saison 2, effectivement, c'est la guerre avec les Klingons. Ouais, donc tu nous avais vraiment fait un condensé, mais par exemple, est-ce que ça veut dire que quand tu commences le jeu, tu te retapes toutes les saisons depuis le début ou t'attaques directement par la dernière qui est sortie? Alors après, t'es relativement libre d'aller ou pas, vu que le jeu se passe en un an. Mais après, le niveau de difficulté fait que tu suis quand même les saisons. Ouais, vaut mieux, ouais, j'imagine. En gros, tu joues à une histoire qui s'est passée il y a 10 ans pour certains qui jouent en même temps que toi, quoi. Exactement, notamment ceux qui sont sur PS4 ou Xbox, ils ont pas toutes les saisons d'un coup. Chaque année, ils leur agrémentent une saison en plus, alors que nous, sur le PC, on a 2 épisodes tous les 6 mois, quoi. Tu as chaque saison un intervenant principal. Donc par exemple, la première saison, c'est l'Amiral Queen, qui est le chef de Starfleet. On n'a jamais vu, hein, c'est un personnage inventé, qui te donne tes missions. Et d'ailleurs, justement, est-ce que il y a déjà eu des incursions dans les séries récentes de choses qui viendraient du jeu? Est-ce que par exemple dans Lower Decks, qui est friand d'Easter eggs et de références, est-ce que t'as déjà eu une petite référence au jeu online? Pas du tout. Alors autant ils sont très potes avec Paramount, le jeu, donc ils ont pas mal d'infos, ils essayent de se tenir au courant de pas mal d'infos. Autant j'ai l'impression que les autres les ignorent. Le jeu fait sa vie à côté, quoi. Ouais. Après, ils ont eu des mauvaises expériences ces 5 dernières années avec les jeux vidéo Star Trek.
C'est-à-dire Bah, je me rappelle du jeu qui était sorti pour Star Trek 2 de J.J. Abrams là. Into Darkness, ouais. Il y avait en grande pompe un jeu qui avait été lancé qui était en fait un wagon entre le film 1 et le film 2 où tu jouais un Call of Duty quoi, où tu jouais en tirant sur tout ce qui bouge quoi. Et il l'avait sorti en grande pompe et le jeu s'est pris un bide énorme parce qu'il était mauvais quoi. Et pour justement revenir en arrière, moi, un des meilleurs jeux Star Trek auquel j'ai joué, c'est The Fallen par rapport à la série Star Trek Deep Space Nine. Donc c'est un jeu qui est sorti en 1999, si je me souviens bien. C'est un jeu que j'avais adoré, où tu pouvais incarner Sisko, Worf ou Kira. Et donc c'était un jeu à la troisième personne, un peu à la Tomb Raider avec des énigmes, enfin de l'aventure, etc. Et est-ce que, par exemple, en termes de mood de jeu, est-ce que je m'y retrouverais, par exemple? Est-ce que ça ressemblerait à ça? Ah oui, il y a plein d'énigmes. Il y a plein d'énigmes à résoudre. Tu dois tout le temps te servir de ton tricorder, déjà, ne serait-ce que pour savoir où aller. Le tricorder, en fait, t'indique où aller, ou aller chercher ce qui te manque quand t'es vraiment perdu. Donc tu joues vraiment à Star Trek, quoi. T'as pas trop de missions secondaires, quoi. T'as pas des quêtes annexes de folie, mais t'as, par exemple, tous les hauts faits à débloquer. Des hauts faits à la con, hein. Des fois, tu te balades dans l'espace et tu vois que tu peux scanner un phénomène anormal. Et tu récupères, tu lootes des matériaux. Et par exemple, t'as un haut fait récupérer les 5 parties du corps de l'or. Ah ouais, ah, c'est Voilà. marrant ça. Il m'en manque toujours une depuis 10 ans, je sais pas où elle est. Voilà. Tu as des hauts faits. Alors, moi, je suis grand exterminateur de l'Empire Klingon parce que j'ai tué 100 000 Klingons. Oh, oh, oh. Ouais, comment t'as fait ça? Ça va pas ou quoi? Chaque fois que tu fais tes missions tous les jours, c'est la guerre. Quoi. Donc, ah, c'est la guerre, c'est comme ça. Putain, voilà, 100 000 Klingons, va, non? Bâche. Ça va vite, hein. Ça va très vite. Du coup, oui, tu peux t'y retrouver. Après, The Fallen, pour y jouer en ce moment sur Twitch, est très compliqué. Je le trouve très dur. Alors, c'est peut-être parce que c'est un vieux jeu et qu'il n'a pas toutes les facilités des jeux qu'on connaît aujourd'hui. Non, je pense que c'est fait exprès. Parce que dans mon souvenir, je me souviens qu'au début, c'était un peu un diesel. Hein, enfin, je jouais un peu comme si j'étais un diesel, quoi. C'est que j'ai mis du temps à démarrer. Parce qu'effectivement, il n'y a rien qui t'est vraiment indiqué. Il faut que tu penses vraiment comme étant un personnage de Starfleet. Et une fois que tu as chopé un peu le truc, après ça coule tout seul, quoi. Et je l'ai fini sans finalement trop de difficultés, même si j'ai pris du temps, mais en même temps, j'avais pas envie de le finir ce jeu parce que je trouve que l'ambiance de Deep Space Nine était tellement bien retranscrite que j'avais pas envie de finir le jeu en fait. Alors, sachant que dans Star Trek Online aussi, DS9, ils ont fait un boulot de fou, quoi. T'es bien sur DS9. Moi, je suis tout le temps au bar de quoi. Pour l'ambiance, il y a l'ambiance et tout. T'entends les gens crier Darbo. Tu peux te balader, il y a du monde. C'est vivant. Le jeu est très vivant. C'est-à-dire qu'il y a toujours du monde dans le jeu. Pas les jeux où t'as un ou deux PNG qui se baladent, quoi. C'est vraiment très vivant, que ce soit à San Francisco, à Starfleet ou sur la base, la base qu'il y a autour de la Terre. Là-dessus, c'est cool. You are part of an enduring tradition. For over 200 years, men and women have served with honor, courage, and wisdom. Our first duty has always been to the truth, the guiding principle that defines us. From the stars, knowledge. To wear this uniform is to continue a most noble mission. Welcome aboard, Lieutenant. To explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no one has gone before. In this dark hour, you must shine. You must light the way for the lost and oppressed. The final frontier awaits, and though you sail a ship upon a sea in storm, you wear the uniform. You carry the tradition. Valor and sacrifice are your watchwords. Whatever comes, whatever finds you, stand tall, hold fast. You are a Starfleet officer. Lieutenant Yoshi, alert Starfleet. We have engaged the Borg. We are the Borg. Resistance is futile. Et sinon, donc revenons un peu à l'histoire. Donc. Bah alors l'histoire, saison 2, on est en pleine dans la guerre des Klingons, notamment avec la montée en puissance de ce Jim-Pok, qui est devenu le nouveau chancelier. Et tout le monde veut conquérir le secteur Donatu, qui est un secteur clé
pour éviter une invasion des deux côtés. Mais que ce soit la section 31, les services de renseignement Klingon ou le Tal Shiar, tous sont en train d'indiquer que dans le secteur Donatu, il y a des disparitions étranges. Et on est souvent envoyé pour enquêter. Et en fait, vous allez comprendre que les 10 premières saisons de Star Trek Online, il y a un grand méchant général. Ah, ça c'est bien. Voilà. Et donc, alors, t'as plein pour le d'espèces jeu, on comme ça que imagine. t'avais jamais vu. Et certaines complotent avec une plus grosse espèce. La saison 3, eh ben justement, c'est le mystère romulien, où la Fédération veut aider la Nouvelle République romulienne suite à la destruction d'Obus. Tu vois, donc on n'est même pas 3-4 ans après la sortie du jeu là. Et on a une Sela qui invite les ambassadeurs de la Fédération à négocier un cessez-le-feu. Mais on sent que durant les négociations, donc là aussi il y a tout un jeu de phase où il faut que tu parles à tous les ambassadeurs et tout, et tu commences à comprendre que elle est en train d'intriguer quelque chose. Comme d'hab. Et voilà. Et t'as aussi le retour d'une planète qu'on a bien connue et dont on a déjà parlé, à savoir Nimbus 3, où se trame quelque chose d'étrange à base de trafic d'armes. Saison 4, on revient un petit peu sur Cardassia. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vraie voix, qui est l'équivalent du Maquis, mais côté cardassien, qui fait tout pour chasser la fédération de la planète Cardassia, fédération qui est là pour aider. Et donc on a Elim Garak, qui est devenu une sorte de président un petit peu de Cardassia, qui nous demande de l'aide pour débusquer ces maquisards dans les Badlands. Donc on y retourne. Est-ce Et que puis, Andrew Robinson redouble le personnage? Oui. Super. Oui, ils redoublent tous presque leur perso, quoi. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y aurait certains fondateurs qui ne seraient pas repartis dans le quadrant gamma à la fin de la guerre, qui tentent de réanimer cette guerre du Dominion. En parallèle de tout ça, on a les Borg qui pointent leur bout de leur nez après 25 ans on n'avait pas entendu parler d'eux, et qui attaquent une certaine planète Déferie. Et là, les Déferie, suite à l'attaque, demandent l'aide de tout le monde, et là, la Fédération, l'Empire Klingon, l'Union Cardassienne, et ces mêmes Déferie qui sont assez importants en fait dans toute l'histoire, dans toutes les autres histoires qu'on va voir, décident de s'allier sur DS9 en créant une force Oméga, une sorte de task force où ils vont commencer à construire des vaisseaux en commun pour pouvoir affronter les invasions Borg. D'ailleurs, moi, mon vaisseau actuellement est issu, c'est un mélange de vaisseaux Klingon et de vaisseaux Starfleet. Est-ce que tu arrives à lire les commandes en Klingon du coup? Non, moi, en fait, c'est un vaisseau de Starfleet, quoi. C'est aux couleurs de Starfleet, mais il a les couleurs il a la forme d'un oiseau de proie avec une sorte de soucoupe triangulaire, quoi. Ah, faudrait que tu m'envoies une capture d'écran. Ouais, je t'enverrai une capture, mais il y a plusieurs vaisseaux comme ça qui sont sortis. T'as aussi les vaisseaux d'assaut temporel qui sont assez cool. Bref, t'as pas mal de forces d'attaque intéressantes. Là, la saison 5 nous invite justement à se demander ce que font les Borg, et on s'aperçoit que les Borg ont évolué au-delà de toute possibilité, ils sont devenus super forts, que la reine a repris les rênes et a compris de ses erreurs. Et on s'aperçoit que le Tal Shiar expérimente aussi beaucoup de technologies Borg et donnerait des infos à ces derniers. Ah comme dans le roman de William Shatner. Exactement, et puis il y a un autre lien qui est fait, notamment avec le Neruda, le vaisseau qui sert à Nero à attaquer Kirk dans le premier film de J.J. Abrams. Et donc on nous envoie enquêter sur une fameuse station rémienne, de recherche rémienne, qui a conçu le Neruda. Qui est un vaisseau minier à la base. Exactement. Donc on va voir tout ça. Et d'un autre côté, on a la Confédération Breen qui continue à faire parler d'elle, en attaquant encore une fois les Déferie, et on ne sait pas pourquoi. Et apparemment, ils sont en train de rechercher un artefact d'une puissance sans égale pour dominer la galaxie. Ah, carrément. On arrive vers quelque chose qui commence à rentrer commence à unifier un peu tout ce qu'on a dit. On arrive sur le nouveau Romulus, qui a été fondé par la République romulienne émergente. Nouveau Romulus qui apparemment a été fondé sur une planète qui abritait une ancienne civilisation. Si je te parle des ensemenceurs... L'espèce humanoïde de base qui a à peu près créé toutes les espèces humanoïdes de la galaxie, quoi. Qu'on a vu dans la saison 4, je crois, ou 5 de la nouvelle génération. Et on apprend que les Tholiens sont très intéressés par cette nouvelle planète et tentent d'envahir régulièrement cette New Romulus pour atteindre les données stockées dans cette bibliothèque des ensemenceurs. Parce que eux, ils sont pas vraiment concernés, ils sont pas humanoïdes. Ils sont pas humanoïdes, mais ils travaillent pour un agent secret. Ah. Et donc, et les scénaristes, ils ont vraiment fait un truc sur le long cours, en fait, j'ai l'impression. Ouais, il y a pas mal d'intrigues. On arrive à la saison 7.
une passerelle iconienne géante de la taille d'une planète a été découverte. Et on a découvert qu'elle menait à la sphère de Dyson, qu'avait découvert notamment Scotty. Donc c'est dans l'épisode Relique de la saison 5 de la nouvelle génération, oui. Et en fait, on a découvert que cette passerelle iconienne géante menait aussi au bord du quadrant Delta. Et donc, Tuvok nous demande d'aller avec lui explorer cette sphère de Dyson et l'intérieur de la sphère de Dyson. Et là, on a un peuple qu'on a bien connu qui s'intéresse beaucoup à ça aussi dans le quadrant Delta, les Votes, c'est-à-dire les hommes dinosaures là qu'on a croisés dans le... Qui viennent de la Terre, en fait. Exactement, et qui ont envahi, eux, la sphère. Et du coup, tu te retrouves à te battre avec des tyrannosaures mécaniques et des vaisseaux géants. Waouh, c'est un peu Noël. Mais super intéressant. Bah, tu vois, là, le côté exploration sur la sphère de Dyson, elle est juste géniale, quoi. Ouais, ça donne pareil, envie, ouais. C'est tellement grand que tu l'as fait à pied, et puis arrive un moment, tu l'as fait à vaisseau aussi. En plus, avec Tuvok, ça doit être intéressant, en plus. Ouais, c'est super cool, et ça te permet après de te rendre dans le quadrant Delta. Et bah, vu que t'es dans le quadrant Delta, bah, la Fédération met une petite base là-bas, et puis elle se dit, bah, ça serait cool de voir ce que sont devenus les peuples qu'a croisé le Voyager. Et on s'aperçoit que le Voyager a fait de la merde. Ah! Qu'il a changé les équilibres géopolitiques de tout le secteur. Bah ça, on s'en doutait déjà un peu avant, non? Dans la série, c'était un peu une question sous-jacente, quoi. Alors, les Ondines sont vachement revanchards, et décident que bah, si on est arrivé dans le quadrant Delta, c'est qu'on n'est pas si pacifiste, notamment avec des flottes entières. Ça les gonfle un peu. On a les Kobali aussi qui nous demandent de l'aide. Alors les Kobali, c'était un épisode de Voyager où vous aviez un ancien membre d'équipage qui revenait, et c'était un peuple qui récupérait les cadavres. Voilà, et en fait, on aide les Kobali à reprendre leur monde des Vadvor. Les Vadvor qui sont le peuple qui avait fait les conduits spatiaux dans Voyager. Ouais, voilà, je vois. Et les Vadvor, ils ont des armes trop balèzes, c'est trop chiant. Et on s'aperçoit qu'en fait, les Kobali, ils sont pas aussi gentils qu'ils nous le disaient dans Voyager, quoi. Pareil, on doit aider donc Harry Kim, on doit aussi aider Seven of Nine à contacter la coopérative Borg qui avait découvert Chakotay. On doit aider Nelix à trouver pour son peuple un nouveau monde. Et on doit aider également le docteur à infiltrer la hiérarchie. Waouh, en fait, ils reviennent sur beaucoup de trucs de la série, quoi. On arrive à la saison 9 qui va clôturer là, ces 8 premières saisons à peu près, qui s'appelle Iconian War. Tous les mystères, les créatures transphasiques qui ont pas arrêté de nous envahir ou de faire des expériences sur nous, on va apprendre que, entre guillemets, là attention ça spoil, les Iconiens n'étaient pas morts. Ah. Et que ça fait 200 000 ans qu'ils vivent dans l'ombre avec une technologie de fada et qui s'aperçoivent que la Fédération, l'Empire Klingon et les Romuliens sont devenus beaucoup trop forts. Et c'est pour ça que depuis 8 saisons, ils intriguent pour qu'on s'entretue. Mais là, ils s'aperçoivent que ça ne marche pas et ils décident d'envoyer leur armada détruire la galaxie entière. Carrément, quoi. Et ouais, mais leur armada... Il y a peu d'Iconiens, il y en a très peu qui ont survécu. Et en fait, c'est une sorte de créatures presque qui font 10 mètres de haut, transphasiques. C'est une guerre totale. Et donc du coup, c'est ça qui fait que ça unifie les Romuliens, les Klingons, enfin tout le monde, quoi, toutes les espèces qu'on connaît. Finalement, on laisse de côté les querelles et hop, on se tape en grande partie. Méchant, quoi. Et après, pour moi, on arrive sur une sorte d'acte 2 de ce qui devient intéressant, qui est déjà plus en lien avec les nouvelles séries. Donc notamment, on arrive à la saison 10 qui s'appelle La guerre d'hier, où on nous apprend que la guerre iconienne étant terminée, il y en a beaucoup des accords temporels qui profitent du chaos pour changer des choses. Mayday! 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 This is the USS London. It's a firestorm out here. Damage to all decks! Request immediate assistance. Where the hell did they come from? All ships, warp out. We'll try and hold them off as long as we can. We're all clear! Get out of there! All hands, abandon ship! Abandon ship! You have been recruited. To protect the timeline against temporal incursions.
you will be equipped with the most advanced technology in existence. There's no going back now, temporal agent. Et en fait, Qui viennent d'où, par exemple? Qui change quoi? Voilà, toute l'histoire, c'est ça. Qui change quoi? Donc il y a une alliance pour la ligne temporelle, qui a décidé d'une ligne officielle temporelle. Donc on nous amène au 28e siècle, Daniels vient nous chercher, et nous amène au 28e siècle pour nous faire voir la ligne officielle. Et la ligne officielle qui est décidée par plein de gens, et notamment, il y a un peuple dans Voyager qui est trop balèze avec le temps. Ah oui, c'est de l'épisode de l'année de l'enfer, là. Ce peuple-là a décidé de maintenir la ligne temporelle, la vraie chronologie comme il l'appelle. Ce qui est logique vu le rôle qu'avait cette espèce dans Voyager, quoi. C'est complètement leur rôle, quoi. Exactement. Et sauf qu'il y a une partie de leur peuple qui est pas d'accord et qui voudrait profiter du chaos pour devenir les maîtres de l'univers. Oui, c'est un peu la même chose que finalement dans Voyager. Alors c'était les Crénim. Crénim. Et alors on nous envoie à différents temps de différentes époques de Star Trek, notamment TOS, régler des problèmes temporels et éviter l'invasion de deux peuples, notamment d'un des peuples qu'on avait vu dans Enterprise qui avait changé la Seconde Guerre mondiale. Ah non, mais c'était le truc qui finalisait justement l'intrigue sur la guerre temporelle dans début de saison 4, en fin de saison 3, début de... Ah, c'était l'enfer cet épisode. Et en fait, il y a même toute une mission où tu dois te retaper les sphères, tu sais, les grandes sphères qu'il y avait dans l'espace fluidique, bizarre. Ouais. Et à chaque fois que tu détruis une sphère, tu vois Daniel qui se dégrade physiquement. Oui, je m'en souviens très bien. Ah, j'ai détesté ces épisodes. Et en même temps, tu dois te taper, parce que les gars qui gèrent les sphères font venir un peu comme dans les variants dans Loki, font venir des Doomsday Machines. Ouais, bah oui, ah bah putain. Ah, c'est la galère cette mission. Mais du coup, c'est comme ça que t'as genre les personnages de Discovery qu'on voit arriver? Non. Discovery, c'est dans 3 saisons. Allez, courage. Saison 11, qui s'appelle Nouvelles Frontières, on introduit un nouveau peuple qui s'appelle les Lucari, dont on n'a jamais entendu parler. Ils sont un peuple aussi d'explorateurs qui font appel à nous parce que commencent à découvrir de nouvelles menaces plutôt endormies qui s'appelaient les Zenkiti. Zenkiti dont on a entendu parler 2 fois dans DS9 étant donné que Sisko est un vétéran de la guerre contre les Zenkiti. Donc c'est un peuple qui ressemble à des rhinocéros sur 3 pattes, super fort physiquement avec des vaisseaux de fous et ils veulent nous casser la gueule tout simplement. Et il y a un autre mystère un peu de... je me rappelle plus bien mais il y a un mystère sur la planète Lucari, il y a quelque chose qui est caché au fond des âges là-dessus. Donc à la fois tu dois éviter l'invasion des Zenkiti et en même temps découvrir le mystère que cachent les Lucari, qui sont un peuple qui maintenant revient dans toutes les saisons. Saison 12, Quadrant Gamma, Toc qui est là, Odo, qui revient en tant qu'ambassadeur, demander l'aide à la Fédération. Parce que le Dominion est en train de se faire défoncer la gueule par une ancienne race qu'ils ont créée, à savoir les Urk. Urk qui avaient envahi Chronos, tout ça, il y a 800 ans. Donc c'est le Dominion qui les a créés. C'est le Dominion qui les a créés, ouais. Et c'est le Dominion aussi qui a créé les Fekeri dans Star Trek Online. Donc c'est pour ça que oui, il y a vraiment une accointance avec les Jem'Hadar et les Klingons du coup. Et voilà. Et du coup, le Dominion nous demande de l'aide pour vaincre l'invasion Urk, qui est une sorte, c'est un essaim, un peu comme les réplicateurs dans Stargate, mais sauf que c'est des insectes, quoi. C'est des essaims d'insectes et donc il y a une grande bataille autour de DS9 qui est super cool. Et du coup, est-ce que Odo revoit Kira? Et oui, et Kira qui est devenue Kai. Ah putain, génial. Et alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Dis-moi tout. Ah ils sont contents de se revoir, mais notamment le Kai Kira est envoyé chercher un ancien Kai resté dans le Quadrant Gamma. Opaka. Opaka n'est pas mort dans le Quadrant Gamma. Elle est pas morte, d'accord. Pareil, Julian, on revoit Bashir qui nous aide à localiser le monde natal des Urk. Et Garak, il nous aide à comprendre les véritables intentions du Dominion. Ah, parce qu'en fait, il y a encore un guissour. Il y a encore un complot. Et puis Quark, on a Quark qui est devenu un ambassadeur aussi sur DS9. Enfin, un ambassadeur, il est là pour ses affaires. Lui, il veut aller voler un artefact Klingon perdu chez les Urk. On arrive à la saison 13, qui est une saison dédiée à Discovery, qui s'appelle l'ère de la découverte. En anglais, Discovery ARA, quoi. Bref, voilà, le jeu de mots est là, quoi. Et en fait, on nous apprend que la maison de Mokai, qui était une maison là, qui combattait durant la bataille des étoiles binaires, a perdu une flotte entière à cause d'expériences sur le réseau mycélien. Expérience réalisée par qui? Par Jula. Jula, qui est une chef Klingon,
et qui retrouve toute sa flotte téléportée en 2410. D'accord, c'est-à-dire que eux, ils ont récupéré la technologie du Discovery et ils essaient de la faire fonctionner, quoi. Exactement. Et en fait, on s'aperçoit que dans le mycélium, le réseau mycélium, donc on retourne, on essaye de retrouver des infos concernant le Discovery, et puis on retourne dans le réseau mycélium, et on s'aperçoit qu'en fait, que le réseau mycélium, il a un humain qui s'occupe de lui depuis un petit moment. Il a un certain Stammet, une version mycélaire de Stammet. C'est quoi, c'est la version miroir? Non, c'est la version mycélienne. Le mycèle a recréé Stammet quand on arrive, pour pouvoir parler avec nous. D'accord, comme il avait recréé le Dr Colbert. Exactement. Ouais, et d'ailleurs, il y a un passage très triste où la version mycélienne demande qu'est-ce qu'il en est du Dr Colbert, et on lui dit mais on est 400 ans dans le futur. Et c'est pareil, j'ai détesté ces histoires de mycélium. Mais il s'avère aussi que le mycèle était en fait l'habitat naturel d'un certain peuple qu'on a déjà combattu, à savoir les Dividiens, qui ont été en fait corrompus quand le Discovery a commencé ses expériences. Et puis bon, alors j'ai pas trop parlé de l'Empire Terran, mais de temps en temps t'as l'Empire Terran qui boite le bout de son nez, et là aussi on est en train de nous teaser depuis quelques saisons, avec notamment l'impératrice Leta. On est en train de nous teaser l'arrivée d'un grand méchant de l'Empire Terran, et ce grand méchant c'est ton avatar, mais de l'Empire c'est inversé, le tien. quoi. Ah, c'est ton personnage à toi, d'accord. Voilà. Ah, c'est une bonne idée, oui. C'est une bonne idée, voilà. Et du coup, il y a un plan qui se met en place de l'Empire Terran pour nous envahir. Et on a à peu près fait toute l'histoire. Ouais, c'est intéressant quand même. Du coup, ça me donne vraiment envie de voir les vidéos que tu vas nous concocter, du coup. Ça va être long. Ouais, mais on sera patient, tu t'en feras une de temps en temps. Oui, parce qu'une mission, par exemple, une saison, c'est combien d'heures de jeu à peu près, ça représente? Alors, ça dépend en fait. Là aussi, tu vois, ça a été un peu... Quand je te dis que le jeu a été adapté par rapport à la nouvelle génération, la première saison, c'était facile 10, 15, 20 missions, quoi. Et du coup, combien de temps? Et ça faisait 30 minutes, tu vois, ça faisait 30 minutes facile, quoi, 20 ou 30 minutes, en fonction de la difficulté. Maintenant, une saison, c'est 2-3 épisodes, donc c'est 2-3 missions, quoi. Et des fois, c'est très répétitif, et tu les sens passer, les 40 ou 50 minutes, quoi. C'est pas très long, finalement. Quand tu dois la refaire une fois tous les jours, des fois... Oui, ça, d'accord. Mais du coup, l'histoire en elle-même, en tant que telle, les choses à faire, c'est pas si long. C'est pas si long. Je m'imaginais un truc beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, et en fait, je me dis, mais finalement, peut-être que je pourrais m'y mettre. C'est pas si chronophage, quoi. C'est un peu chronophage, surtout au début, quand t'as pas tout... C'est vrai que maintenant, je vais vite, parce que je suis stuffé comme un goret, quoi. Mais au début, quand t'es niveau 1, que tu te fais détruire en 2 coups par un vaisseau Klingon... je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions sur ce jeu vidéo Star Trek Online. J'imagine que si il y a des auditeurs qui ont des questions, on peut les renvoyer vers toi directement sur ta chaîne Star Trek Historia. Sur la chaîne YouTube et Twitch. Et du coup, justement, si tu refais des sessions Twitch, n'hésite pas à me l'indiquer, comme ça je partagerai sur Twitter. Et puis comme ça, je regarderai en même temps quand tu joues. C'est vrai que je me suis toujours demandé, ouais, mais franchement, pourquoi il y a des gens qui regardent d'autres gens jouer à des jeux vidéo? En fait, finalement, maintenant je comprends. Oui, c'est pour gagner du temps, on est d'accord. Exactement. Puis comme ça, on pourra discuter avec toi et dire « Ah, tiens, c'est pas mal, ça. » Ouais, et puis après, sur le montage, effectivement, on peut mettre que les cinématiques, donc ça fait avancer, c'est plus simple, quoi. Merci beaucoup, Cyril Michael, et puis on se retrouvera bientôt, j'imagine, pour parler d'une autre série à venir de Star Trek. Tout à fait, allez, à bientôt. Salut, longue vie et prospérité. The chaos in Romulan space gave the Klingon Empire an opportunity to expand its territory. Today, Jimpak, the Chancellor of the High Council, traded diplomacy for the tip of a blade. Only in battle, Jimpak says, is a Klingon truly Klingon. The Federation did its utmost to preserve its alliance with the Klingons, but war was inevitable. Mayday, we need... The Romulans want revenge for their lost world. The Dominion is rebuilding its forces. Now the Borg have reappeared and attacked the Vega colony. Resistance is futile. The Alpha Quadrant balances on the edge of ruin. The fate of the galaxy rests in your hands. Keep firing!